Allez, c'est parti. Alors, pour tous ceux qui m'ont demandé les guirlandes, j'ai remis des guirlandes. Ah bah oui, parce que j'ai des panneaux solaires. Alors en ce moment, il fait pas trop, les jours sont pas trop courts. Donc du coup, j'ai de l'électricité. Donc du coup, je peux brancher les guirlandes, des lumières partout, etc. C'est magnifique. Alors, je vais faire comme tous les autres youtubeurs. Alors, voici le nouveau mini-show. Allez, c'est parti. Voilà, bon bah écoutez, je me suis un petit peu rafraîchi, mais oh là, je suis fatigué aujourd'hui, je suis fatigué. Alors je sais pas si vous avez vu sur Facebook, mais j'ai mis un petit statut tout à l'heure parce que j'ai un verger là, j'ai un grand verger où j'ai planté 200 arbres, enfin arbres et arbustes si je compte les groseilliers, les framboisiers, les myrtilles, tout ça. Bon, il y a 200 plantations qui ont été faites là depuis... ça fait 4-5 ans que j'ai mis les premiers, mais bon là le plus gros c'était dans les 2-3 dernières années. Et donc... j'ai du chien-dent. Ah voilà, c'est la plaie des permaculteurs. Ici, moi en Bretagne, il y a beaucoup de chiens-dents. Et il y a des fougères. Alors le chien-dent, c'est l'herbe. C'est de l'herbe en fait. C'est de l'herbe, mais de l'herbe qui fait très touffue, très serrée, avec un réseau de racines extrêmement dense, qui fait que quand vous essayez de... Bon, si vous tondez, bon, ça va, tout va très bien, ça fait un genre de pelouse un peu irrégulière, quoi. Mais sinon, pour nettoyer, par exemple, autour des arbres, parce que le problème du chien-dent, c'est que ça ne laisse pas passer l'eau. Comme mon copain des pépinières là-bas à Vannes m'a dit, si tu as du chien-dent autour de tes arbres, même si tu arroses avec un arrosoir, tu peux regarder en dessous du chien-dent, t'arraches ton chien-dent, tu regardes en dessous, c'est sec, c'est le désert. Alors le problème du chien-dent, c'est ça, c'est que ça fait une couverture à peu près épaisse comme ça, qui empêche l'eau de passer, l'eau de pluie, l'eau de l'arrosage, tout ce que vous voulez, c'est sec en dessous. Le chien-dent consomme toute l'eau, toute l'humidité, il n'y a rien. Alors le problème c'est qu'on ne peut pas se débarrasser du chien-dent. Alors s'il y a mon copain agriculteur conventionnel à côté, il m'a dit ah bon, tu mets du glyphosate. Tu mets du glyphosate, là, t'es tranquille. Alors, il y a une autre solution qui m'a été aussi suggérée, c'est par le même ami, c'est de mettre des bâches. Alors, des bâches, bah oui, mais des bâches dans un verger où tous les arbres sont très proches les uns des autres, bah, tu peux pas mettre des bâches, étaler des bâches comme ça, faudrait faire des zigzags, bon, bah. Bref, alors, ce que j'ai fait... J'ai mon copain Jean-Claude qui a un micro-tracteur. Un micro-tracteur, c'est un tout petit tracteur qui passe partout comme ça, mais qui a les mêmes outils que les gros tracteurs. C'est-à-dire qu'il a un gyrobroyeur. C'est une espèce de grosse tondeuse qui ratiboise absolument tout. Et il a un rotavateur. Ça, c'est un espèce de petit... un truc, là, vous savez, pour labourer un petit peu, quoi, mais en surface. Simplement en surface. Et donc j'ai passé un coup de gyrobroyeur pour tondre, un coup de rotavateur pour remuer un petit peu la terre en surface et pour un peu arracher les mottes la surface des mottes de chien-dent. Et là-dedans, j'ai semé cet après-midi un mélange d'engrais verts. Il y a, je sais pas, il y avait plus d'une vingtaine de plantes différentes, auquel j'ai rajouté plein de graines de fleurs, plein de graines de n'importe quoi. J'ai mis plein de trucs, j'ai mis des radis, j'ai mis des salades. Voilà, c'est le début d'une forêt, enfin d'un verger comestible. C'est ça que je voudrais faire. Je voudrais faire un espèce de paradis, en fait, un espèce de paradis où tu puisses te balader et où oh tiens, je vais cueillir une poire, hop, tu manges une poire, ah bah non, je vais la garder pour le dessert, je vais la mettre dans ma poche, oh je vais plutôt manger quelques radis, et hop, tu ramasses quelques radis, ou bien une tomate, tu ramasses une tomate, ou bien, voilà, tu manges en marchant, en te promenant. Voilà. C'était ça, vous savez, en fait, les chasseurs-cueilleurs. Les chasseurs-cueilleurs, ils n'étaient pas forcément nomades tout le temps. Hein. Moi, j'ai beaucoup étudié le sujet. Vous allez voir, si j'ai le temps un jour, je vous ferai un mini-show spécialement là-dessus, sur tout le travail
de David Graeber et David Wengrow, David Wengrow, c'est un copain à Graeber. Vous savez, David Graeber, c'est le gars qui a écrit le bouquin Dead 5000 ans d'histoire, là, dont je vous ai parlé il y a longtemps, qui est un pavé, une masse de connaissances extraordinaires pour la connaissance de la dette, de la monnaie, des relations de pouvoir qui font que les puissants font croire aux pauvres qu'ils les endettent en leur prêtant leur fortune ou en leur prêtant du grain à l'époque de la Mésopotamie. Bref. David Graeber, c'est un spécialiste de l'anthropologie, et David Wengrow, c'est un spécialiste de l'archéologie. Et donc ils font des recherches en ce moment très, très importantes qui nous racontent, qui nous prouvent, qui nous donnent plein d'éléments pour comprendre que les chasseurs-cueilleurs, ils n'étaient pas forcément nomades. Il y a beaucoup de peuples premiers qui sont nomades 2 fois par an, par exemple. C'est-à-dire qui se déplacent une fois dans l'année pour aller à la côte, par exemple, au bord de la mer, parce que c'est la saison du poisson ou qu'il y a des passages de poissons migrateurs. Et puis, le reste de l'année, l'hiver, par exemple, ils retournent dans la forêt parce que c'est là où il y a plein de trucs à manger, des noix, des noisettes, des châtaignes, des racines, plein de baies qui fleurissent, etc. Donc au printemps, en automne et en hiver. Et puis l'été, voilà, ils vont peut-être faire un petit tour dans la forêt, cueillir quelques fruits, puis ils reviennent manger du poisson à la côte. Enfin, je ne sais pas. Si vous voulez, il y a pas dans l'anthropologie de sources précises qui nous disent il y a des chasseurs-cueilleurs qui ne font que se déplacer en suivant les troupeaux. Non, c'est pas forcément aussi tranché que ça. Bref, mon petit paradis. Ce serait un petit peu le rêve d'un chasseur-cueilleur qui se serait un petit peu habitué à son village, à sa hutte, et qui aurait pu tellement envie de bouger parce qu'il se serait débrouillé pour faire une nature autour de lui où il puisse tout trouver. Voilà. Alors c'est ça, moi je vous ai parlé l'autre fois dans le dernier mini-show du plaisir d'avoir de l'exercice physique. Bon voilà, je peux vous dire, cet après-midi, j'ai tiré un rouleau en fonte que m'a prêté mon voisin pour tasser mes graines, pour que ça germe mieux. J'ai fait 5000 mètres carrés à raison de passage de 80 cm, 1 mètre à peu près, même pas. Donc je sais pas, faudrait calculer combien ça fait pour couvrir 5000 mètres carrés. J'ai mis 3 heures, 4 heures, y compris les pauses, parce que il y a des moments, tirer un rouleau en fonte de, je sais pas combien il fait, 100 kilos, dans des trucs qui cahotent, je peux vous dire, c'est pas évident. Donc je sais qu'on est très loin de la monnaie, je sais que vous voulez que je vous parle du QE for the people et tout ça, mais on en parlera la prochaine fois, parce que là, on sort de la monnaie. Voilà, c'est ça que je vais vous expliquer dans ces nouveaux mini-shows là, de cette année, c'est que pourquoi on a besoin de monnaie ? Pourquoi on a besoin de monnaie ? Pourquoi on se soumet à un système où il y a des gens qui font de la monnaie, dont le métier c'est de fabriquer de la monnaie, et qui donc n'ont jamais besoin de vendre quoi que ce soit, ni leur travail, ni leur service, ni rien, pour absorber toutes les ressources, tout le travail, tous les fruits, tous les légumes de tout le monde. Ah bah oui, donc il y a un décalage. Donc comment sortir de ça ? Parce que c'est un piège, c'est un piège où nous tombons régulièrement, où l'humanité, là, est complètement tombée, tout d'un bloc. Il y a eu des époques où c'était seulement certains paysans qui avaient une mauvaise récolte et donc les riches leur prêtaient de la monnaie ou leur prêtaient du grain pour repartir sur leur récolte. Donc les paysans étaient endettés. Ça, c'est ce que nous racontent David Graeber et David Wengrow. Les paysans étaient endettés, donc ils étaient en dette vis-à-vis du seigneur. Donc ils acceptaient de lui donner une partie de la récolte, ou même s'ils n'arrivaient pas à payer leur dette, ils acceptaient de lui donner leur terrain ou leur maison ou leurs enfants en esclavage. C'est compliqué. Bon. Donc, comment sortir de ce piège ? Eh bien, ce piège, il nous tient avec 3 moyens très simples. L'alimentation, l'énergie et j'ai oublié le 3e. Il nous tient en fait avec l'alimentation et l'énergie. Parce que bon, pourquoi on a besoin d'énergie ? Pour se chauffer, pour se déplacer. Pourquoi on a besoin d'alimentation ? Pour manger, évidemment. Et puis, ah oui, la 3e chose, ça me revient, j'ai pas complètement perdu la boule encore. La 3e chose pour laquelle on a besoin d'argent, une chose qui est absolument obligatoire,
Surtout si on vit en ville, surtout si on a déjà perdu l'alimentation et l'énergie et qu'on est obligé d'aller travailler pour avoir de la monnaie, pour acheter à manger, pour acheter de l'énergie, eh ben qu'est-ce qu'il est obligatoire de payer quand on a des revenus? C'est l'impôt. Qu'est-ce qu'il est obligatoire de payer sur 80% de l'énergie qu'on achète et sur une grosse partie de l'alimentation qu'on achète, quoique c'est un petit peu moins taxé, même si on ne paye pas d'impôt sur le revenu, bah c'est la TVA. C'est toutes les taxes sur tous les produits de première nécessité. Bah oui. Donc l'impôt, l'alimentation et l'énergie, on est baisé. On est comme ça. Donc, si nous voulons nous émanciper, si nous voulons sortir du piège de la monnaie, de la soumission à un régime politique d'État violent, menteur, destructeur, si nous voulons échapper à un système économique menteur, violent, destructeur, si nous voulons échapper à ce rapport de force qui nous soumet par la ruse, par le mensonge et par la violence, à accepter de perdre notre liberté, à accepter de perdre notre autonomie, eh ben il faut retrouver les moyens de nous créer nous-mêmes notre énergie, notre alimentation, et de payer le moins possible d'impôts au système de domination. Alors, pour payer le moins possible d'impôts, c'est pas compliqué, il suffit d'arrêter de travailler, il suffit de ne plus avoir de revenus, donc ça c'est très facile, vous le faites du jour au lendemain si vous voulez. Alors vous allez me dire, ah oui, mais attends, tu payes pas d'impôts et ta taxe foncière et quand tu vas acheter de l'essence pour ta Fiat Panda et que tu payes le plein 40 €, bah tu payes bien 32 € de taxes, hein? Bah oui. Ben oui, voilà, il y a un minimum. Pour l'instant, voilà, j'ai un vélo électrique, j'ai un vélo, je pourrais aller au bourg en vélo, ouais, d'accord. Pour l'instant, j'y vais en voiture parce que voilà, ça va plus vite, voilà, je suis pas à 100% complètement fini, voilà. Mais par contre, la taxe foncière, bon, c'est tout ce qui reste à payer comme impôt si vous arrêtez par exemple de vous déplacer et d'avoir besoin d'énergie. Mais il reste l'alimentation. C'est pour ça que je veux faire mon petit paradis. C'est pour ça que quand vous viendrez me voir, si vous venez me voir un jour, je ne sais pas, eh bien vous verrez que, j'espère, dans pas longtemps, peut-être quelques années, peut-être 2, 3, 4 ans maximum, eh bien vous pourrez venir vous balader dans mon verger et vous pourrez manger en marchant. Ou alors vous pourrez amener à votre petit panier et puis cueillir plein de trucs. Et puis après, vous rentrez dans la cabane ou dans votre tente ou je sais pas où, dans votre camping-car. Et vous faites votre petit frichti avec ce que vous venez de ramasser dans la voiture. J'ai pas de poule encore, donc j'ai pas d'œufs. Et j'ai pas de cuisse de poulet de temps en temps le dimanche. Mais bon, j'ai des voisins qui en ont. Alors évidemment, c'est pas de l'autarcie, hein, c'est de l'autonomie. C'est-à-dire que ça marche avec les voisins, ça marche avec les amis. Bon, allez, je vous laisse. À la prochaine fois pour le prochain mini-show. Attention. Alors, ah oui, je fais comme les youtubeurs. Abonnez-vous sur la petite cloche, hein, sonnez la petite cloche, et puis partagez, et puis likez, mettez un pouce en haut. Ciao.